Vous étiez, Monsieur le Premier ministre, aux affaires, notamment en 2015, quand il s'est agi pour la France de frapper Daesh dans la région. C'est une partie de votre expérience qui éclaire la situation actuelle. Regardons ensemble ces images. Ce sont les images décisives. C'est le moment où les choses basculent, où la République islamique d'Iran, de fait, entre en guerre contre l'État d'Israël. Ce sont les missiles qui partent. Ce sont des images données par les médias iraniens. Les missiles qui partent de l'Iran en direction d'Israël, et on va voir lesquels sont arrivés et lesquels non, la plupart évidemment interceptés. Quelle est pour vous la portée historique de ces images, de ce moment précis où l'Iran est entré en guerre ? Cette portée est majeure, c'est la première fois en 45 ans d'existence du régime iranien islamique, des mollahs, qu'il y a ce passage à l'acte de s'attaquer aussi directement que cela à l'État d'Israël. Ensuite, c'est la masse. Tous les experts militaires le soulignent. C'est la première fois que sur une nuit, il y a autant de missiles, de drones, 300 missiles et drones, c'est-à-dire les drones, les missiles de croisière et les missiles balistiques. Interceptés, évidemment, et c'est peut-être le troisième élément, c'est la prouesse technologique et les capacités de défense d'Israël et des alliés, en l'occurrence américains, britanniques, français, jordaniens, qui ont réussi à protéger Israël. Mais nous sommes face à un basculement, donc il faut évidemment beaucoup de maîtrise, beaucoup de lucidité, du calme, pas facile pour ceux qui gouvernent. Et parce qu'il y a un premier élément que je trouve qu'on sous-estime. Depuis le début de la création du régime des mollahs, il a été affirmé dans des discours politiques, idéologiques, religieux, messianiques, la volonté d'en finir avec l'État d'Israël, d'éliminer. Il faut comprendre l'État d'Israël entouré d'alliés de l'Iran, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis au Yémen, et avec cette attaque, il faut comprendre les Israéliens qui se posent évidemment la question fondamentale de leur existence, notamment face au risque demain que les Iraniens aient l'arme nucléaire. Comment est-ce que vous expliquez l'audace des Iraniens? Toujours cette image, beaucoup d'experts parmi les meilleurs disaient c'est impossible, l'Iran ne le fera pas, elle ne va pas attaquer frontalement Israël, elle essaiera par ses relais. Je crois que ça doit être le cœur même de notre réflexion. Les Iraniens, malgré les avertissements, bien sûr, des Israéliens, mais surtout des Américains, avec qui le contact existe, des Européens aussi, avec qui le contact existe, ont passé à l'acte. Alors j'entends bien, tout ça a été maîtrisé, c'est une chorégraphie, il n'y a pas eu de mort. Enfin, c'est un acte fondamental et qui pose une question à tous les acteurs de la région, aux pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats, qui ont des accords avec les Occidentaux, avec Israël aussi, dans le cadre, pour certains d'entre eux, dans le cadre des accords d'Abraham, mais à la communauté internationale. Cet acte, d'une manière ou d'une autre, ne peut pas rester impuni, si je prends une parole plus neutre, sans une véritable réponse, parce que les Iraniens avancent. Nous, Occidentaux, nous l'avons vu avec la Russie. Premièrement, parfois, nous ne croyons pas à ce que disent nos adversaires, à ce que disent ces régimes autoritaires ou théocratiques, alors qu'eux avancent. Et deuxièmement, ils ont le temps long. Donc, au-delà de la réaction immédiate, il faut imaginer ce qui se passe dans les jours, dans les semaines qui viennent, parce que cet acte-là ne peut pas rester sans une réponse, au-delà de la condamnation de toute la communauté internationale, mais sans une véritable réponse sur ce qui est en train de se passer. Manuel Valls, on va parler de la réponse, et en particulier de savoir si c'est le moment de bombarder les sites nucléaires, de développement nucléaire iranien. Mais avant ça, c'est deux autres séquences symboliques. D'abord, l'interception des drones par les avions de guerre israéliens. On va l'entendre maintenant, je pense qu'on peut entendre même le son, parce que c'est le moment où, un peu plus tard, la chasse israélienne parvient à intercepter, à détruire les drones iraniens, parfois un à un. C'est un travail très long, et vous le soulignez tout à l'heure, la chasse américaine, la chasse anglaise et, dans une certaine mesure, on l'expliquera, la chasse française sont entrées en action. Là encore, pour vous, la portée de cela? Oui, parce que c'est au-delà de la prouesse technologique, ce sont des images de guerre. Alors certes, sans mort, avec peu de blessés, avec pas de destruction, mais c'est un acte de guerre. Ce ne sont pas des images d'un jeu vidéo, c'est la réalité. Nous avons la guerre en Ukraine. Nous avons les liens en plus que nous connaissons entre la Russie et l'Iran, y compris sur le plan de l'armement, puisque l'Iran fournit des drones, des moyens armés, des armes à la Russie. Donc on voit bien que, à travers ces images, nos compatriotes, à juste titre, se disent qu'on est face à une forme d'internalisation
de conflit, même s'ils ont un caractère régional, on est face à quelque chose qui nous concerne tous, qui concerne toute la communauté internationale. Dans l'histoire des guerres d'Israël, Jérusalem, le fait qu'on ait entendu les détonations, qu'on ait entendu les sirènes, écoutez cette séquence, et cette fois c'est une guerre ouverte entre deux États. Ce ne sont pas seulement le Hezbollah ou le Hamas, etc. Ce sont deux États, les plus grandes puissances de la région, qui s'affrontent. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on est entré dans un de ces grands caps historiques? Il y a eu 73, il y a eu 67, il y a eu 48, où la région peut-être est en train de se recomposer. L'avenir et les faits le diront, mais cela fait déjà un certain temps que la région est en train de se recomposer. Moi, je considère que beaucoup d'analystes, mais surtout notre diplomatie, la diplomatie européenne, n'ont pas suffisamment pris en compte la portée historique des accords d'Abraham entre Israël et un certain nombre de pays arabes sunnites, au-delà des accords de paix qui avaient déjà été signés par le passé avec la Jordanie et l'Égypte. C'est ce changement. Ces accords ont été signés avec une volonté de développement économique, de coopération, de paix, mais aussi face à l'Iran, qui, pour beaucoup, est l'adversaire à la fois des Israéliens, mais aussi des musulmans sunnites de ces différents pays. Donc, et puis, à travers ce qui se passe depuis longtemps au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, la puissance du Hezbollah, le soutien et le financement, nous le savons, du Hamas par l'Iran. Donc, de toute façon, les Israéliens vivent avec cette menace iranienne. Là, elle se concrétise directement par un affrontement direct. C'est ça qui était inédit, c'est ça qui est nouveau. Elle est là, la portée historique. Mais nous sommes concernés, parce que nous sommes alliés d'Israël. C'est une démocratie. Nous avons souvent les mêmes intérêts stratégiques. J'ai été frappé, notamment par la déclaration du président Zelensky. Ça semble loin. Mais lui a juste raison, a fait le lien entre l'Iran et la Russie. Donc il faut beaucoup de courage, beaucoup de lucidité, du calme, mais je répète, il faudra beaucoup de courage. Parce que là on voit bien que le langage diplomatique, pour essayer de gagner du temps, parce qu'il faut la réflexion nécessaire, mais nous sommes en train de basculer véritablement de monde. Et la question de l'Iran, non seulement de son régime et de la répression effrayante qu'il inflige à son peuple, mais le fait que ce régime ait l'arme atomique nous pose à nous tous un véritable défi. Donc, il faut y répondre, comme nous devons être, évidemment, en ce moment-là, plus que jamais, aux côtés de l'État d'Israël. Ce soir déjà, les choses sont en train d'avancer minute par minute, pour ainsi dire. L'Iran menace déjà en prévoyant la réplique dont vous parlez. C'est le commandant en chef iranien qui déclare « Nous avons établi une nouvelle équation. Désormais, toute attaque d'Israël contre notre peuple, nos biens ou nos intérêts, déclenchera une réponse réciproque venant de la République islamique d'Iran. » Vous parliez de courage. Le moment est-il venu de frapper les sites de développement nucléaire iraniens pour empêcher l'Iran d'avoir la bombe? Ils sont, beaucoup d'experts le disent, juste avant de l'avoir. Je ne suis pas aux responsabilités, c'est aux Israéliens, aux Américains, en lien évidemment avec tous les alliés, de prendre les décisions qui s'imposent. Mais attention à tout signe de faiblesse que nous donnerions. Beaucoup considèrent que un partout, après le 1er avril, après l'élimination de dirigeants, de gardiens de la révolution à Damas. C'est ce que l'Iran dit. L'Iran dit l'affaire est close. L'Iran dit l'affaire est close. Et certains, d'ailleurs, chez nous, sur les plateaux, épousent ce discours. Ça ne va pas se passer comme ça. On voit bien qu'il y a une tension. Et encore une fois, l'Iran, les dirigeants iraniens, si on leur prête de l'intelligence, puisqu'ils seraient des joueurs d'échecs, puisqu'ils ont inventé ce jeu il y a déjà très longtemps, jouent le temps long et éprouvent là aussi les réactions des uns et des autres. Il ne peut pas y avoir de signe de faiblesse. Vous savez, vous parliez de mon expérience comme Premier ministre. J'étais à l'époque ministre de l'Intérieur. J'ai été marqué à tout jamais, je crois que nous en avons déjà parlé sur ce plateau, sur le renoncement à la dernière minute, à la fin de l'été 2013, alors que Français et Américains avaient décidé de frapper des sites stratégiques du régime de Bachar. Le président Obama, à la dernière minute, a averti le président Hollande en lui disant qu'il ne participait plus à ces attaques. Ce signe de faiblesse a été lu par tout le monde, et notamment par Poutine, qui en a profité pour mettre la main d'abord sur la Syrie et sur la Crimée. Donc, il ne peut pas y avoir de signe de faiblesse. Une chose est l'escalade, une chose est la réponse au bon niveau. Mais moi, j'ai la conviction, pour répondre franchement à votre question, que nous ne pouvons pas nous permettre, nous, occidentaux, grands pays démocratiques, amis d'Israël, nous ne pouvons pas permettre que demain, le régime iranien ait la bombe atomique.
Est-ce que ça passe Donc, ça veut nécessairement par un bombardement de fait? Si la voie diplomatique ne marche pas, que fait-on? Elle n'a pas marché. Eh bien, ça veut dire qu'à un moment ou l'autre, la question se pose et qu'on ne peut pas laisser l'Iran, encore une fois avec la prudence, la méthode nécessaire et le dialogue avec l'ensemble des pays. C'est pour ça que sans doute Israël ne peut pas agir seul. Mais il ne peut pas y avoir le moindre signe de faiblesse. Soyons encore plus clairs, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre. Attentivement le message des Iraniens. À H-1 du moment où l'Iran peut avoir la bombe atomique, est-ce qu'il faut frapper? C'est-à-dire une fois que tous les recours dont vous parlez, diplomatiques et autres, seront épuisés. Moi, j'ai la conviction que si la voie diplomatique ne peut plus être utilisée, c'est des mots graves, c'est facile à dire sur ce plateau, en profitant de votre questionnement toujours exigeant, mais il faut intégrer, c'est difficile, encore une fois, à dire, l'idée qu'on peut frapper, qu'on peut être amené à faire la guerre. Enfin, la question se pose d'une manière ou d'une autre avec ce qui se passe en Ukraine. La part tragique de l'histoire et les responsabilités des uns et des autres. Il faut le dire aux Français, il faut le dire aux Européens. Mais ce qui se passe en Iran, ce qui s'est passé cette nuit en Israël, comme ce qui se passe depuis des semaines à Gaza, nous concerne, nous directement. Que l'on soit clair, les leçons de l'histoire. On a laissé par exemple la Corée du Nord avoir la bombe atomique et on mesure aujourd'hui le danger de Kim Jong-un. Est-ce qu'il y a une forme de mission historique cette fois de ne pas le faire, c'est-à-dire d'agir avant? Je crois que plus que jamais nous devons penser aux intérêts stratégiques et aux craintes que j'ai exprimées, que j'ai rappelées plutôt, qu'expriment les Israéliens. Donc à partir de là, cela doit nous amener à agir, avec des autres pays de la région, bien évidemment. D'une certaine manière, profitons au moins du fait que l'Iran est totalement isolé, qu'il y a une solidarité autour d'Israël. Elle a peu d'alliés, elle a eu dans ces dernières heures peu d'alliés. La Jordanie a aidé la défense israélienne. Il y a évidemment la Syrie qui est l'allié traditionnel de l'Iran dans la région, enfin qui joue son jeu et le jeu des Russes. Mais comme vous le dites, il y a eu un front relativement uni contre l'Iran. Oui, relativement. Bien sûr, mais qui est l'adversaire. Mais qui peut se permettre dans la région et ici en Europe, en Occident d'une manière générale, que l'Iran ait la bombe atomique et menace. Donc les Iraniens sont en train, d'une certaine manière, de nous tester dans ce jeu d'échecs ou de go que nous sommes en train de connaître. Manuel Valls, il faut l'analyser finement. Regardons les images qui nous arrivent. Réagir. Ce sont les images en ce moment du G7. Il y a un G7 virtuel qui se tient. Il y a beaucoup de réunions. Le monde entier, évidemment, est dans l'attente. Voilà, virtuel par vidéo. On a reçu à l'instant les images de ce G7. Voilà, Madame Meloni qui préside, c'est l'Italie qui préside le G7 en ce moment. Et évidemment, on voit Emmanuel Macron, Rishi Sunak, etc., Justin Trudeau. L'Union internationale, ici, ça c'est le monde occidental. Est-ce qu'il y a le risque que les autres profitent de ce moment? On va voir plus tard, il y a des scènes de liesse, évidemment, à Téhéran, le régime les organise, mais dans une partie du monde arabe, on applaudit. Une partie du monde arabe, une partie du monde musulman dira, voilà, l'Iran a osé. Oui, mais je crois que beaucoup de dirigeants de tous les continents, de ce qu'on appelle improprement le Sud global, comprennent ce qui est en train de se passer. La menace que représente l'Iran. Raison de plus pour rappeler la force qu'ont représenté les accords d'Abraham, puisque là il s'agissait de pays musulmans, sunnites, qui se sont alliés du Maroc en passant par les Émirats, Oman, à l'État d'Israël. Donc dans ce moment-là, il faut en effet que par le dialogue diplomatique, la coalition soit la plus large. Mais ce dialogue diplomatique, la construction de ce type de coalition, l'analyse de ce qui est en train de se passer, ne doit pas être vécue à aucun moment comme un signe de faiblesse par ceux qui nous regardent, nous les démocrates, comme intrinsèquement faibles. Ça a été vrai des Russes, c'est vrai aujourd'hui des Iraniens. D'autant plus, nous le savons, que tous les moyens n'ont pas été utilisés pour le moment par les Iraniens. Je pense évidemment à la menace que représente le Hezbollah et ses milliers de missiles. Écoutez, Hagari, c'est le porte-parole de l'armée israélienne. Il s'exprime et il remercie de manière très appuyée, avec même une dimension politique, parce qu'il appuie notamment sur la France. C'est une manière de capter la France dans cette action. Il insiste sur l'aide apportée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. La base de travail avec nos partenaires a été fondamentale lors de cette attaque. Le commandement central des États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et d'autres pays qui ont agi ce soir. Ce partenariat a toujours été fragile, mais ce soir, il s'est concrétisé de manière extraordinaire. Nous avons dû mener une bataille de défense aérienne ce soir et nous l'avons gagnée.
Manuel Valls, la France, on voit que la France, il faut préciser l'état des informations, la France ne parle pas d'une aide directe à Israël. Selon les informations que nous avons pu collecter, de 1 à 4 drones ont été abattus par la France. La France a protégé ses bases aux Émirats Arabes Unis ou en Jordanie ou en Irak. Formellement, c'est cela. Mais on voit bien que la France a quand même, de fait, indirectement, contribué à défendre Israël. Cela fait des semaines que je dis que la France doit affirmer son soutien et son alliance avec Israël. J'ai trouvé que d'ailleurs des propos notamment du ministre des Affaires étrangères concernant de possibles sanctions à l'égard d'Israël étaient dangereux, étaient absurdes. Et on voit bien que face aux événements que nous connaissons, notre solidarité avec Israël s'impose plus que jamais. Donc j'espère qu'en effet, dans ce moment-là précis de basculement historique, pour reprendre les mots que nous avons prononcés, nous seront à la hauteur de ce qui me paraît être un enjeu. Vous savez, il y a une partie du langage diplomatique, c'est normal, il existe, et je ne vais pas mettre en cause, c'est un travail en soi tout à fait indispensable. Mais on voit bien que tous les schémas sont en train aujourd'hui de changer. Nous sommes dans un moment de basculement et qu'on le veuille ou non, même s'il faut régler évidemment la question palestinienne, le sujet numéro 1 pour Israël, pour la région et notamment les pays du Golfe et les pays sunnites, et pour nous, la question numéro 1 là-bas, c'est l'Iran. Et c'est pour nous, évidemment, l'obligation, cela nous oblige à changer un certain nombre de nos analyses. C'est un changement de paradigme. Manuel Valls, qui nous oblige à être très clair, lucide et courageux, je le répète. Vous passez dans la classe politique en France comme un des plus fidèles alliés d'Israël. Que répondez-vous à ceux, c'est une partie de la classe politique en France qui dit Benjamin Netanyahou a en quelque sorte provoqué cette escalade, a sciemment voulu organiser cette escalade, à bon ou à mauvais escient, chacun jugera, mais qu'il l'a voulu avec le bombardement du consulat d'Iran à Damas. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas quand je vois le cabinet militaire réuni, le chef de l'opposition qui connaît bien ces sujets, Gantz, qui est on reçoit en ce moment d'ailleurs l'un des trois, avec le ministre de la Défense et le Premier ministre qui décide. Vous savez, je me rappelle des discussions quand j'étais Premier ministre, aussi bien avec Benjamin Netanyahou, mais qu'avec Shimon Peres qui vivait, l'ancien président, l'ancien Premier ministre travailliste, donc de gauche, je traduis, un homme de paix qui avait signé les accords de paix, qui avait serré la main à Arafat avec Rabin, qui me disait, lui, qui considérait que le danger fondamental pour Israël, c'était l'Iran, ce qui justifiait, à l'époque, il prévoyait cela, des accords avec les pays sunnites. Donc, au-delà des analyses que nous faisons, plus que jamais, le soutien à Israël, dans ce moment difficile, s'impose. Et je crois que c'est pour nous et pour nos intérêts stratégiques tout à fait indispensable. Vous nous avez rejoint, Gilles Kepel. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes un des meilleurs spécialistes du monde arabe et musulman. On commente les images et les informations qui nous arrivent vraiment minute par minute, ce qui est en train de se passer en ce moment. Le cabinet de guerre israélien, on en voit les images, qui est en train de se réunir. Selon vous, sont-ils en train d'examiner, y compris la possibilité de frapper en Iran même ? Alors, en Iran, je ne sais pas, parce qu'il y a eu un message de M. Biden qui était assez explicite. Prudence, mais il y a d'autres options. Et il me semble que l'option principale qui est aujourd'hui à la disposition des Israéliens, qui ne va pas jusqu'au bout, mais qui va impacter, faire mal à l'Iran et à l'axe de la résistance, c'est le Hezbollah. Et on le voit, des 80 000 Israéliens qui habitent au nord, à la frontière avec le Liban, ont été évacués, n'ont toujours pas été autorisés à rentrer chez eux pour faciliter le terrain, le travail, disons, d'une éventuelle frappe. Je ne crois pas qu'il y aura des troupes au sol, mais on a vu l'efficacité militaire des frappes israéliennes au Liban. Monsieur Harouri, qui était le numéro 2 militaire du Hamas, a été tué dans la banlieue contrôlée par le Hezbollah. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un chef militaire du Hezbollah ne soit ciblé et exécuté par les cieux. Et donc, il semble que la cible par excellence, ça devrait être celle-ci. L'Iran est-il en train de bluffer ? À l'instant, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, dit s'il n'y a pas de solution diplomatique, oui, il faudra frapper, il faudra bombarder les sites nucléaires iraniens avant qu'ils aient la bombe. Quel effet cela aurait-il ?
Alors, avant que l'Iran ait la bombe, on ne sait pas tout de suite quand même, parce qu'il y a encore un certain nombre de stades à passer. Il faut d'abord fabriquer un engin, être capable de le mettre sur un vecteur. On n'y est pas tout à fait. Là, le doute ne profite pas vraiment à l'accusé. Le doute est plutôt déstabilisant pour ceux qui risquent de la subir. Bien sûr, mais en tout cas, moi je crois que l'Iran n'est pas dans une très bonne situation. L'Iran n'a pas contrôlé l'agenda du 7 octobre. C'est Sinwar qui leur a imposé ça, alors qu'il était lui-même un mandataire de l'Iran, parce qu'il a vu une opportunité extraordinaire. Quand Netanyahou a retiré les chars de Gaza, c'était le moment d'y aller et de faire quelque chose qui aurait un retentissement gigantesque. Je vous ai entendu interroger vos invités sur la temporalité, etc. Pour moi, le 7 octobre est plus important que le 11 septembre. Tout ce que ça a cassé dans la région. Est-ce que vous partagez ce constat que l'Iran, en quelque sorte, n'est pas en si bonne position et qu'au fond, on pourrait attendre ? L'Iran est isolé, incontestablement, affaibli, Gilles Kepel le dit souvent, pour des raisons intérieures, pour des raisons économiques, le niveau d'inflation, et par une opposition très virulente. Sans doute le régime cherche à se sauver à travers l'action extérieure. Y compris avec le risque d'une fuite en avant, c'est ce que certains imaginent, c'est-à-dire un régime fanatique. De ce type. Mais en tout état de cause, ça veut dire que dans la partie de go, dans la partie d'échec, de bluff, en tout cas, nous ne devons pas montrer des signes de faiblesse. Ce qui ne veut pas dire attaquer ce soir, faire n'importe quoi, et engager une guerre. Mais il faut être très lucide sur le rapport de force qui est en train de se nouer. Et moi, je partage ce que vient de dire Gilles Kepel. Le changement induit par le 7 octobre est colossal pour nous.